Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous partirons du côté de la commune de Saint-Claude avec un candidat pour ces prochaines élections municipales et communautaires de 2020. Thierry Panol, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves, bonsoir à tous les Saint-Claudiens, à toutes les Saint-Claudiennes, à tous les Guadeloupéens et à tous les téléspectateurs de Canal 10. Thierry Panol, aujourd'hui, les Saint-Claudiens demandent à mieux vous connaître. Quel est votre positionnement politique? Mon positionnement est celui de la société civile, agir au profit d'autrui, quel que soit le bord qu'on puisse avoir, quel que soit le parti, quel que soit le camp. Mon parti, c'est celui donc de ceux et de celles qui veulent vivre bien en Guadeloupe, mieux en Guadeloupe, sans forcément être fermés à tous ou aux autres, en tout cas avec une ouverture qui sache permettre que le vivre ensemble soit possible avec tout un chacun. Alors je me suis laissé quand même dire que vous êtes plutôt de droite. Je suis plutôt de droite dans la mesure où, s'il faut parler un petit peu du passé, ma famille, en tout cas mes parents, étaient de gauche. Mon père, qui pendant des années a été en politique à Saint-Claude, aux côtés de Rémy Souta, il en était le premier adjoint. Il était communiste, comme beaucoup d'élus guadeloupéens donc de l'époque. Et assez naturellement, comme c'est le cas habituellement, votre famille vous éduque non pas seulement, par exemple, à bien agir dans la société, mais bien souvent aussi à entrevoir une voie politique. Donc, c'est vrai que ma famille était de gauche, et quand j'ai eu à pouvoir respirer par moi-même, en tout cas, avoir un esprit critique sur la vie telle qu'elle se manifeste, aux alentours notamment de 20 ans, j'ai eu à réagir autrement quand, en 1986, alors que Laurent Fabius était Premier ministre de la France, sous la présidence de François Mitterrand, j'ai mal accepté qu'un Premier ministre en responsabilité sache dire, quand il y a eu le scandale du sang contaminé, ou des poches de sang qui devaient sauver des vies, qui devaient remettre en santé bien des gens, bien des Français, quand ces poches de sang ont été distribuées, beaucoup de Français, y compris des Guadeloupéens, ont eu donc à se retrouver au cimetière. J'ai eu à mal réagir quand, visiblement, j'entends quelqu'un dire, Premier ministre, qu'il est responsable, qu'il n'est pas coupable et qu'il ne savait pas ce qui se passait. Oui, mais sortir du communisme pour arriver à droite, il n'y a pas un pas, il y a des pas. Il y a des pas, et pas seulement celui-là. C'est vrai que j'ai aussi et j'ai toujours apprécié la grandeur d'âme des hommes et des femmes. Et j'avoue qu'en ayant bien pris conscience de ce que j'ai appris donc à l'école et de ce que le général de Gaulle a fait pour la France, j'avoue que ces comportements un peu légers d'une nouvelle classe politique ont eu donc assez facilement à me conduire à apprécier d'abord l'homme avec sa dimension intérieure, avec ses attitudes, ses comportements, plutôt notamment que de rester cloîtré ou cloisonné, notamment dans des partis. Vous êtes connu pour être l'ami de Lucette Michaud-Chevry. Est-ce elle qui vous a incité à vous présenter à cette élection? Pas du tout, parce que Lucette Michaud-Chevry, que j'apprécie beaucoup par rapport à ce qu'elle a eu à faire pour la Guadeloupe, c'est quelqu'un qui, à un moment donné de ma vie, m'a donné l'exemple. J'ai été à mon compte, je me suis installé à mon compte en 1993, et chemin faisant, j'ai rencontré des difficultés parce qu'il y avait des actions de concurrence déloyale à l'égard notamment de la société que j'avais tout récemment créée. Et alors que j'étais pas mal attaqué par certains comportements négatifs, ça correspondait dans le même temps à des actions en justice qui étaient lancées contre la présidente
Et j'ai eu donc à voir cette femme, M. Chevry, sans savoir qu'elle avait bien connu aussi mon père, à la voir sur les médias, à subir des affres judiciaires. Et à l'époque, on parlait d'environ 13 procès qu'on avait lancés contre elle. Et je me suis dit que si cette femme de Saint-Claude, puisqu'elle est Saint-Claudienne, guadeloupéenne, qui est au pouvoir responsabilité, elle est à faire face à tout ce que beaucoup d'hommes politiques lançaient contre elle. Il n'y a pas de raison. Et à ce moment-là, vous aviez la certitude qu'elle n'était pas coupable, que c'était des actions injustes? Alors, je ne suis pas là pour me prononcer sur la culpabilité ou non de Lucien Chevry, comme d'autres personnes, de gauche ou de droite, sauf que quand des personnes sont atteintes, quand elles sont embêtées, il y a deux comportements possibles. Celui de baisser les bras, celui de mettre des genoux à terre, de les laisser de ne jamais se relever, ou de faire comme cette Chevry, quel que soit ce qui se passe, il est question d'avancer avec sa tête, d'avancer avec ses jambes et de toujours aller de l'avant. Donc j'ai retenu de cette dame à laquelle je n'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais eu à la solliciter pour quoi que ce soit. J'ai retenu de cette dame cette exemplarité qu'elle a donnée dans le combat où il est question de toujours aller de l'avant et de ne jamais abandonner. Jamais abandonné. Au-delà d'être plutôt à droite, puisque vous l'avez reconnu, vous avez quand même soutenu Harry Chalus, actuel président de région en 2015. Harry Chalus, aujourd'hui, vous renvoie à l'ascenseur? Alors, Harry Chalus, que j'ai soutenu en 2015, de manière très volontaire et sans aucune retenue, n'a pas donc à m'accorder un soutien que je n'ai pas demandé. En politique, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça, je l'ai constaté, sauf que mon éducation, mon état d'esprit, ma manière d'être et de faire, m'ont toujours conduit à cibler, ou en tout cas à compter surtout sur les personnes qui sont volontaires pour agir au profit d'autrui sans attendre des retours d'ascenseur. Et je ne pense pas qu'Harry Chalus soit dans ce format-là, certainement de retours d'ascenseur sans vouloir donner pour attendre notamment un rendu. Ce n'est pas le cas. J'attends un soutien réel et massif des Saint-Claudiens, puisque je suis, dans tout cas de figure, amené à être à leur service. Donc, si vous n'avez rien demandé à Harry Chalus, si vous ne voulez pas lui demander quoi que ce soit, pourquoi l'avez-vous soutenu en 2015? Je l'ai soutenu en 2015 parce que le temps était venu, selon moi, que notre management puisse s'installer en Guadeloupe, que ce management des choses politiques de notre pays, de notre île, du département, de la région, puisse se faire avec plus d'humanité, avec plus de respect par rapport à la population qui attend que les acteurs politiques sachent agir en sa faveur. Ça veut dire que Victorin Lurel n'est pas respectueux, il n'est pas humain? Je n'ai pas dit ça, sauf qu'à un moment donné, montait dans le pays un rejet d'attitude, pas seulement de chez Victorin Lurel, mais qu'une classe politique sache se montrer avec plus de considération avec les personnes du territoire. Donc, je n'ai pas été le seul à constater la chose. Victorin Lurel, il a beaucoup œuvré pour la Guadeloupe, ça reste indéniable, sauf qu'on peut beaucoup faire et que des attitudes qui ne soient pas toujours positives ou respectueuses ou qui sachent se montrer cassantes puissent conduire à un rejet de la personne sans tout remettre en cause. Thierry Panol, nous irons franco. Vous savez que tous les coups sont permis en politique. Est-ce que votre nom, Panol, ne peut pas vraiment vous mettre à mal, puisque tous les Guadeloupéens connaissent l'affaire de votre frère, Dominique Panol? Est-ce que ce nom-là, quelque part, aux yeux de beaucoup, n'est pas entaché de sang? Alors, c'est un nom qui, depuis 2013, a été entaché de sang. C'est le nom de mon père. C'est le nom que je porte. C'est
un nom que je porterai toujours avec amour. C'est un nom que je porte depuis 1966, que Dominique a porté avant moi. Et ce nom, qui vient donc de mon père, doit aussi être celui qui, à l'époque, sans être attaché de sang, a conduit ce département, et notamment les infirmiers et infirmières de la Guadeloupe de l'époque, à pouvoir disposer d'un diplôme d'État. Donc, je n'entendais pas en parler ce soir, puisque ça fait partie des choses de ma vie, de ma vie privée, en tout cas de ma famille. Mais en tout cas, mon père a eu jusqu'à faire de la prison, de manière à défendre une corporation, celle des infirmiers libéraux, qui à l'époque avait donc un diplôme d'infirmerie locale. Ce diplôme ne permettait pas aux infirmiers de la Guadeloupe et de l'outre-mer de pouvoir travailler ailleurs que dans leur île, alors que sur le plan hexagonal, il y avait un diplôme d'État qui était délivré et que les hexagonaux pouvaient travailler partout, y compris en outre-mer, et que nous, ce n'était pas possible. Donc, avant qu'ils ne soient attachés de sang, ce nom a fait du bien, je pense, à beaucoup de gens en Guadeloupe, qui fait encore du bien donc, aux infirmiers et infirmiers libéraux qui sont à leur compte et qui font vivre leur famille et l'économie guadeloupéenne. Dominique, c'est mon frère, il le restera. Il n'est pas question que parce qu'à un moment donné, un accident dramatique dans le cadre de sa vie privée, de sa vie de famille, ait eu donc à le traîner devant la justice, que j'irai abandonner ce nom-là, que j'irai abandonner Dominique. Il sait que jusqu'au bout, avec le nom qui est le nôtre, je serai à son côté, je serai à ses côtés, quelle que soit l'issue du prochain procès qui va se manifester. Donc qu'il sache demeurer en liberté selon le verdict des tribunaux prochainement, ou qu'il sache se retrouver donc à être condamné, puisque évidemment il y a eu mort d'homme que tous les deux nous regrettons très profondément. Donc il a certes tué, mais n'est pas un assassin. Et ce faisant, Dominique, il sait aussi qu'il peut compter sur moi jusqu'au bout. Qu'il soit en liberté, qu'il soit remis en prison, ça ne changera rien à ma détermination, à ma position à pouvoir donc le soutenir et l'accompagner, jusqu'à le cas jusqu'au bout, avec le même nom. Donc, vous savez comment ça se passe en politique et vous dites que c'est quelque chose que vous pourrez surmonter lors des campagnes et même peut-être avant les conférences et autres. Pour vous, vous êtes très à l'aise avec cela? Très à l'aise, comme quand Dominique il s'est retrouvé au tribunal. Du premier jour jusqu'au dernier, j'ai été là. J'ai tout mis, je dirais, entre parenthèses, pour être à ses côtés. La chose n'a pas été positive pour lui, mais on s'y attendait, puisque c'est quand même son fils qui, malheureusement, a été tué, et de manière parfaitement involontaire. Le tribunal qui a abordé l'affaire de manière scientifique l'a établi. Le professeur Contenson, qui est le spécialiste du terrorisme européen, a bien dit, il l'a dit et m'a martelé, tout le monde l'a entendu au niveau de la Cour, même si extérieurement, médiatiquement, autre chose a été dit, mais ce professeur, qui est un spécialiste reconnu au niveau européen et mondial, il a bien dit que ce n'est pas Dominique qui a créé la situation, mais que c'est la situation qu'il vivait qui a créé l'acte. Donc, de ce point de vue-là, je l'ai soutenu sans aucune gêne à ce moment-là, et peu importe ce que j'aurais à affronter dans ce circuit politique que j'ai entamé avec d'autres, ça n'ira pas me gêner, et bien au contraire. Nous poursuivons. Thierry Panol, vous êtes le président de l'association Handicap Guadeloupe, une association qui a été mise à mal, une association où on a eu à dire qu'il y avait des détournements de fonds, en fait, magouilles, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Est-ce que vous pouvez éclairer les Saint-Claudiens là-dessus, puisque vous vous présentez à une élection et aujourd'hui on dit qu'il faut que les candidats
soit des personnes honnêtes, des personnes n'ayant pas de casserole. Est-ce qu'on peut dire que vous n'avez pas de casserole ce soir? Alors, évidemment, je vais commencer le propos en disant que, à mon sens, à mon avis, personne sur Terre n'est irréprochable. Et ça s'applique à tout un chacun. En ce qui me concerne, depuis l'année 2011, je suis aux commandes de l'association Handicap Guadeloupe qui enregistrait à cette époque un passif de 850 millions d'euros. Je dis bien 850 millions d'euros. 450 000 euros de détournement de fonds qui ont été enregistrés avant ma présidence, qui ne relèvent pas donc, de ma mandature, et environ 400 000 euros de charges sociales qui n'avaient pas été payées, puisque valablement, l'argent donné par le conseil départemental avait servi à autre chose. Donc, je me suis appliqué avec tous les membres du CA, avec beaucoup d'autres soutiens, à redresser cette association. Alors, c'est vrai qu'il y avait un parfum autour de l'association qui disait qu'il y avait dans ma démagouille. Elle ne relève pas de notre mandature. Ces magouilles se sont manifestées bien avant mon arrivée. Elles sont connues du conseil départemental, elles sont connues de la justice, et ces deux institutions, avec leurs représentants et leurs acteurs, savent que Thierry Panol, dans cette affaire, n'est responsable d'aucun fric-frac. Ouais. Donc vous êtes très à l'aise avec ça et vous pouvez le prouver? Je peux le prouver. Je peux le prouver. Notre comptabilité est expertisée, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment un commissaire aux comptes qui officie chez nous. Les mêmes comptes, chaque année, sont transmis au conseil départemental. Et jusqu'à maintenant, aucune plainte n'a été déposée contre ma personne, contre l'action que je mène avec d'autres, contre l'association. On a sur place un préfet qui est très actif, qui est très regardant sur la comptabilité, sur la gestion des institutions, des collectivités, des communes. Ça a été le cas pour Pointe-à-Pitre, ça a été le cas pour l'association Acajou. Je n'entends pas parler de choses que je ne connais pas, mais en tout cas, à partir du moment où M. Gustin est destinataire d'informations pouvant le laisser à penser que l'argent de la France, que l'argent de ce territoire est mal utilisé ou utilisé à des fins qui ne sont pas correctes, il réagit très très vite. Nous avons eu à l'inviter à 2 reprises, de par des festivités que nous avions organisées, si le préfet Gustin, il a accepté de venir chez nous, d'y mettre les pieds, de passer du temps, c'est bien parce que, connaissant comment il fonctionne sur le désir de certains, c'est bien parce qu'il s'est renseigné avant de venir chez nous, il sait que, de ce point de vue-là, on a une comptabilité qui est irréprochable. Que reprochez-vous à Élie Califert? Je ne suis pas d'une nature à reprocher aux gens, ni à juger, surtout dans qui que ce soit, eu égard à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Du point de vue des actions menées par une personne, en l'occurrence Élie Califert, il est à rappeler que depuis 2003, donc depuis 18 années, Élie Califert est à la gouvernance de la commune de Saint-Claude. Beaucoup de personnes disent de plus en plus, et depuis un certain temps, que c'est une gouvernance qui est métallique, qui est rigide, qui est froide, qui est cassante et qui n'est surtout pas respectueuse, en tout cas régulièrement, de la personne humaine. C'est ce qui est arrivé donc à mes oreilles. Je l'entends très, très, très facilement, très régulièrement et de plus en plus. Donc je suis amené à me dire qu'il y a un souci, premièrement. Deuxièmement, donc sur la gouvernance, il y a un malaise. Sa gouvernance, il y a un malaise. Et deuxièmement, sans rentrer dans la liste des actions qui m'insupportent, il y a 2, en l'occurrence, parmi d'autres. Il y a la reconstruction ou la construction, dirait-on, du stade de Saint-Claude qui se trouve dans le quartier résidentiel de Font-Vaillant. Ce stade a été reconstruit. Il y en a eu pour 6 millions d'euros. Je dis bien 6 millions d'euros.
à titre de comparaison, il faut avoir comme information que la Martinique a pu avoir une enveloppe de 8 millions d'euros venant du Fonds social européen dans le cadre du POE, c'est-à-dire le programme opérationnel européen, de 8 millions d'euros de manière à agir au profit des personnes qui avaient besoin d'être insérées, d'être nouvellement incluses et que la cohésion sociale d'un territoire se porte du mieux possible. Mais la construction de stade en soi, mais c'est une bonne chose pour les jeunes de la commune. C'est une bonne chose pour une commune quand cette opération n'est pas faite pour le quant à soi, pour un mois-jeu inauguratif, étant entendu que ce stade, qui a coûté 6 millions d'euros, il n'est pas homologué et ne le sera pas. Pourquoi? Parce que la Fédération française de football, la Ligue guadeloupéenne de football en ont décidé ainsi, tout simplement parce que quand une opération pareille, elle est lancée et qui doit recevoir un public sportif, il faut qu'il y ait un suivi technique des travaux par la Ligue qui représente la 3F ici. Et à aucun moment, cette opération n'a fait l'objet d'un suivi organisé, rigoureux et sérieux. Donc au bout du compte, 6 millions ont été dépensés, qui normalement devaient servir à ce que de jeunes Saint-Claudiens soient en mesure de faire du sport, en tout cas du foot, en ces lieux. Et tel ne sera pas le cas, puisque le stade ne pourra accueillir qui que ce soit, ni pour des entraînements, ni pour des compétitions, ni pour recevoir des compétitions. Donc actuellement, il n'est pas utilisé? Il n'est pas utilisé. C'est vrai que souvent, les candidats viennent sur ce plateau et disent « Ben moi, je n'apprécie pas ce qui a été fait par le maire en place, mais que mettez-vous alors en face? Que ferez-vous si vous êtes élu, puisque vous dites que ce stade ne sera pas homologué, il a coûté très cher, que faut-il faire ?» Sur le stade, donc, ça demande, ça va appeler une réflexion particulière, dans la mesure où il est réalisé, il ne sera pas homologué. Donc, quid de son utilisation future ou à venir? Que faut-il faire? Les Saint-Claudiens doivent, dans un premier temps, prendre acte de ce qui a été mal fait et évidemment envisager qu'il y ait certainement, et à mon sens, un redéploiement, c'est-à-dire qu'il y ait une réorientation de cet élément, de cette structure, et qu'elle puisse être finalement opérationnelle à minima par rapport donc aux autorisations nécessaires. Question particulière et épineuse, j'aurais préféré évidemment que Saint-Claude ne soit pas dans cette situation. En tout cas, ça appelle une réflexion qui est en cours et avec l'équipe que j'ai l'honneur de pouvoir représenter, qui est l'Union des Saint-Claudiens. Et très prochainement, sur cette affaire-là, il y aura une communication que nous réservons évidemment prioritairement aux Saint-Claudiens sur le terrain. Qu'est-ce qui vous différencie concrètement d'Élie Califère? Alors, vous êtes Saint-Claudiens tous les deux, vous êtes hommes tous les deux, donc qu'est-ce qui fait votre différence? Nous sommes Saint-Claudiens tous les deux, nous sommes Guadeloupéens tous les deux. La différence vient et viendra des attitudes qui sont en moi, des attitudes que j'ai toujours voulu positives et à la tête desquelles il y ait le respect. Parce qu'à mon sens, le respect est à l'origine du bonheur humain. Respecter et respecter est fondamental pour une société. En moi, il y a du respect. Et si j'étais à la tête de cette commune, je n'aurais pas, par respect pour la commune, pour ses habitants, par rapport à ce qu'il y a à faire pour une population, je n'aurais pas décidé seul de faire ce stade. Je n'aurais pas décidé seul de pouvoir construire l'an 2019, les choses sont actées sur le territoire, une maison du patrimoine. Quant à Saint-Claude, à la section d'Ain, c'est-à-dire pas loin de la station-service Blandin, que bien des gens connaissent, qu'il y a que sur ce territoire, en tout cas sur cette zone, qu'il y a
plus ancienne bâtisse de Guadeloupe, qui est l'habitation des Carmes, qui remonte à 1726. Donc, maison du patrimoine, oui, mais à partir de vestiges, à partir de structures ou d'habitations qui soient déjà là, mais construit en 2019 au bourg de Saint-Claude, une maison du patrimoine, c'est encore une dépense qui, à mon sens, n'a pas sa raison d'être, notamment avec le poids culturel qu'elle devrait, cette bâtisse, avoir. Thierry Panol, nous vous retrouvons d'ici quelques instants. Thierry Panol, parlons maintenant de la politique sociale menée à Saint-Claude. Vous êtes un homme d'association, vous l'avez dit, vous êtes un bénévole, vous l'avez aussi dit. Est-ce qu'aujourd'hui, à Saint-Claude, il y a une vraie politique sociale qui est menée? À Saint-Claude, les Saint-Claudiens sont conscients qu'à Saint-Claude, il y a une politique du béton qui s'est manifestée. Je suis désolé d'en parler, tellement j'aurais préféré que la politique d'une politique de rénovation de bâtiments ou de construction nouvelle soit en même temps équilibrée par la prise en charge du social. Donc, depuis 18 ans, depuis 18 années, plus précisément, beaucoup de béton a coulé sur Saint-Claude, des bâtiments ont été démolis, des bâtiments ont été rénovés, des bâtiments ont été construits par des entreprises. La commune de Saint-Claude a été au service de l'argent et pas des gens. Et en cela, je puisse, si vous le permettez, m'expliquer. Saint-Claude a la chance d'avoir comme président de la commission départementale d'insertion, Élie Califère, conseiller départemental. Ça veut dire que Élie Califère, il est à la tête chaque année de 400 millions d'euros donnés par l'État de manière à ce que le social en Guadeloupe, y compris à Saint-Claude, puisse résorber toutes les poches de pauvreté qui se manifestent. Donc l'insertion sociale, elle est importante, l'inclusion, pareil, et il est aussi et surtout responsable de la cohésion sociale. L'Europe a donné aux départements, pour 2014 jusqu'à 2020, 45 millions d'euros en accompagnement de la politique de prise en charge des minima sociaux. 400 millions d'euros, 450 millions d'euros, 48 millions d'euros qui sont destinés ou qui sont disponibles pour mener des actions en faveur de la santé, en faveur du logement, de la formation, de l'emploi des Guadeloupéens et des Saint-Claudiens. Ces 48 millions d'euros n'ont vu que 3 millions être affectés au plan départemental d'insertion. Quid des 45 millions d'euros dont la population guadeloupéenne devrait bénéficier, y compris notamment sur Saint-Claude? Cet argent n'est pas consacré à ces actions sociales. Donc, quand le maire de Saint-Claude, il dispose de ce budget pharaonique de manière à agir pour les Guadeloupéens et en même temps pour les Saint-Claudiens, et que tel n'est pas le cas, je dis qu'il y a un souci et qu'il y a surtout une absence de politique sociale et qui se ressent. Bétonner, c'est bien. Bétonner, c'est bien. Mais il faut quand même se dire que quand on a bétonné et qu'on n'a pas tenu compte en même temps de la dimension humaine d'une population eu égard à ses besoins qui existent et qui sont flagrants, puisque de plus en plus de personnes sont en situation d'exclusion, on ne peut pas, depuis tantôt, consacrer autant de sous à cette résorption de la pauvreté et qu'en même temps
elle augmente. Mais Thierry Panol, est-ce que le maire Élie Califert ne répond pas à une demande de sa population? Est-ce qu'on ne peut pas dire cela? Puisque si on part dans l'histoire, il a été élu et réélu. Il a été élu et réélu, étant entendu que depuis 2003, c'est la seule commune de Guadeloupe, et voire d'outre-mer, qui n'a jamais connu, depuis 18 années, d'opposition. Donc, il avait tous les leviers possibles pour agir sans aucune gêne, sans aucune contestation possible. Il y avait quand même des opposants, il y avait Gérald Coralie, il y avait timide, Evita Chevry, il y en avait d'autres. De manière timide et pistolaire, des choses ont été tentées, elles n'ont pas abouti, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'entre 2003 jusqu'à l'instant présent, Élie Califert a bénéficié du soutien total des deux collectivités majeures sans aucune retenue. C'est-à-dire que ces collectivités lui ont donné de l'argent pour tout faire. Il est aussi en responsabilité depuis cette époque. Et qu'est-ce que ça donne? Plus de pauvreté en Guadeloupe, incidemment qu'à Saint-Claude, ça me paraît anormal. Alors, comment pensez-vous faire, puisque Élie Califert a et aura le soutien de ses amis? Vous partez aux élections sans un appareil, une machine politique. Est-ce que vous pourrez vous battre contre Élie Califert? Non. La commune de Saint-Claude n'est pas une salle de boxe à l'intérieur de laquelle il y aura un ring et où Élie Califert et Thierry Panol auraient à se battre. Ce n'est pas le cas. C'est une terre de liberté. Et cette terre de liberté me permet aujourd'hui de pouvoir être candidat à ce que notre management, un management plus humain, plus respectueux de la personne, plus concertatif, soit donc offert à la population saint-claudienne et guadeloupéenne. Est-ce que la réalité n'est quand même pas là? En politique, on a besoin de soutien d'amis et d'amis qui ont une influence sur le territoire, des amis politiques forts. Est-ce que vous les avez? Il n'y a pas, à mon sens, de meilleure machine politique qu'une population à laquelle on s'adresse avec vérité, sans démagogie, mais en lui mettant, je dirais, sous le nez des éléments probants d'attitude de personnes qui sont au pouvoir et qui, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'il faut. Tout à l'heure, je disais, parce que ça reste, à mon avis, quand même dramatique, je disais deux choses. La première, que entre choisir de mettre 6 millions d'euros pour la construction d'un stade non homologué, quand la Martinique dépense et a déjà dépensé dans ce programme, qu'il a déjà consommé 8 millions d'euros pour toute une population, ça appelle une réflexion particulière. Quand la Guadeloupe, avec la mandature de l'ancien président Gillot, la Guadeloupe a pu obtenir 45 millions d'euros du Fonds social européen pour accompagner les minima sociaux. Au 31 décembre 2017, l'Europe a récupéré un dégagement d'office, c'est-à-dire qu'il y a une ponction de 23 millions d'euros sur ce budget donné parce que la Guadeloupe, le département de la Guadeloupe, le patron de la commission d'insertion n'a pas entamé 1 euro de consommation au profit des Guadeloupéens et des Saint-Claudiens. Sur quoi les Saint-Claudiens peuvent s'appuyer pour dire que vous ferez mieux qu'Élie Califert? Les Saint-Claudiens me connaissent. Je dois aussi, par rapport donc à ceux qui ne me connaissent pas, me présenter à eux, me rapprocher d'eux. Donc, je serai sur le terrain très prochainement, plus en proximité avec chaque habitant, étant entendu que je suis né à Saint-Claude, j'ai grandi à Saint-Claude, j'ai été à l'école à Saint-Claude, j'ai tout fait à Saint-Claude, donc je vis dans cette commune qui m'est chère. Ce faisant, ces mêmes Saint-Claudiens connaissent mes attitudes. Des attitudes qui sont faites de simplicité, de respect, d'humilité, de considération, pour l'instant, Thierry Panol, mais vous n'êtes pas encore au pouvoir. Le pouvoir, je l'exerce depuis quelques années, depuis environ une vingtaine d'années, dans le milieu professionnel, parce que je suis à mon compte.
dans le milieu associatif depuis 1990, de manière discrète certainement, mais je voudrais dire sans prétention, avec efficacité. Dans Saint-Claude, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette bâtisse qui s'appelle le Greenhouse, que l'association que je préside vient d'acquérir sur fonds propres, sans l'aide de qui que ce soit, en sachant que juste 8 ans avant, on était le mauvais élève de la classe. J'agis de manière bénévole, de manière volontaire, ce que vous avez comme attitude dans votre famille. Ce sont les mêmes attitudes que vous avez en milieu professionnel, en milieu associatif. Et si vous êtes dans votre authenticité, si vous ne faites pas semblant d'être, si vous êtes ce que vous êtes, il n'est pas question qu'avec un autre échelon décisionnel en termes politiques, que je puisse changer. Oui, mais être à la tête d'une association, ce n'est pas être à la tête d'une commune. Tout à fait. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Tout à fait. Je ne vais pas me permettre de comparer une association avec une collectivité. C'est évidemment deux échelons différents, sauf que ce sont toujours des personnes, des hommes et des femmes, qui, de la société civile, accèdent à des postes de responsabilité politique et qui, en fonction de leur état d'esprit, en fonction de leur ADN, agissent avec des attitudes positives ou non. Ces attitudes, de ma part, sont connues, elles n'ont pas changé, et ce n'est pas parce que prochainement je vais occuper un pouvoir politique que Thierry Panol changera. Le fauteuil de maire change les attitudes, n'est-ce pas? Pour certains. Quand certaines personnes ne sont pas elles-mêmes, que ces personnes n'aient pas eu à s'enraciner par une éducation qui doit vous permettre de toujours être ce que vous êtes, c'est-à-dire savoir être ce que vous êtes, ne pas avoir peur de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Il y a des gens qui peuvent changer. Irez-vous jusqu'au bout de votre démarche si demain, Ely Califert vous demande d'être sur sa liste, d'être à ses côtés? Que répondrez-vous? Je répondrai que la démarche d'agir avec des amis de bonne connaissance, de relations de proximité, a été lancée étant entendu que j'ai pris soin, avant d'aller plus loin, et je le dis également pourquoi, j'ai pris soin de pouvoir contacter Ely Califert par le biais de son ami le plus proche, qui est connu des Saint-Claudiens et Saint-Claudiennes. J'ai pris soin de lui faire la proposition qu'on sache, nous, Saint-Claudiens, partir vers 2020, les élections, ensemble. J'ai bien dit que j'ai fait cette proposition devant témoins. J'ai fait cette proposition étant entendu que je n'aspirais pas à être maire. La proposition qui s'est faite sans marchandage, sans condition, sans combine, sans arrière-pensée, a été de lui dire qu'il convenait, selon moi, que 18 années après, la commune de Saint-Claude, avec ce maire qui est en place et qui a déjà donc une expérience du terrain politique, qui a des réseaux, qui est connu, que ce maire puisse rester en place sans aucune gêne pour moi et pour les gens qui m'accompagnent. Oui, mais Thierry Panol, vous ne partagez pas ce qu'il a fait. La preuve, vous nous avez donné des exemples. Alors, comment pourriez-vous vous retrouver sur un même socle? Je puisse ne pas partager divers comportements sans partir en jugement et en considérant qu'avec un esprit d'ouverture, une composition harmonieuse de talents puisse faire de bonnes choses. Il a des talents? Il a des talents comme d'autres en ont. Nous en avons. Il agit dans le milieu, dirait-on, notamment pour le taquine et du béton. Nous avons agi dans le milieu social. On a une expérience qui puisse nous permettre, ensemble, d'avancer, de combiner et voire de rectifier notamment des tirs. La proposition lui a été faite en un temps. Sa réponse est celle du silence. Plus rien n'est possible. Pardon? Plus rien n'est possible. C'est pas que les choses ne soient pas possibles, puisque je reste un homme d'ouverture, étant entendu qu'avec des amis, nous avons pris la décision d'avancer
qu'elle convient d'avancer parce que très prochainement, ce que les Guadeloupéens ne savent pas encore, y compris les Saint-Claudiens, c'est que parce que des Saint-Claudiens, des Guadeloupéens n'ont pas agi avec efficacité et efficience dans le monde du social, je parle du conseil départemental, l'État a décidé en février 2020 de reprendre la main sur le social géré par les Guadeloupéens. Donc le décret d'application du revenu universel d'activité sera en vigueur en février 2020. L'État reprend la main avec l'argent qui va avec, et vous connaissez l'affirmation suivante qui dit « qui paie décide ». Il y a de la pauvreté, des actions d'insertion à mener en Guadeloupe entre 1988, date de mise en place par le président Mitterrand du RMI, et 2018, 31 années se sont écoulées. Pendant ces 31 années, des Guadeloupéens aux responsabilités avaient la possibilité de gérer tout ça. Tel n'a pas été le cas. Le temps est venu que notre management, conduit par de nouvelles personnes qui veulent accéder à ces postes de responsabilité, sache faire autrement. Il est question qu'on sache servir et agir autrement et avec efficacité. Vous irez jusqu'au bout de votre démarche. Jusqu'au bout. Merci Thierry Panol d'avoir été sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons mardi surtout pour ce rendez-vous, que les choses soient dites. Et le sujet est fort intéressant. Je compte sur vous pour être présent à ce rendez-vous. Et surtout, nous ouvrirons l'antenne un petit peu plus tôt pour que vous puissiez appeler, puisque ça a été une demande forte de votre part. Excellente soirée à tous et un très bon week-end.